assez peu de philosophes, mais vous parlez de Socrate, évidemment, et de la conversation socratique. Mais on pourrait également voir un autre aspect du dialogue socratique, puisque, alors on peut penser à Gorgias, qui par exemple, dans le dialogue du même nom, s'en va parce qu'il est excédé de voir que sa démonstration ne tient pas face à celle de Socrate. On peut voir ces répondants qui petit à petit au fil des dialogues sont réduits à opiner bêtement du chef en disant oui Socrate tu as raison, ah oui en vérité comme tu penses bien, vous voyez, et donc il y a cette ironie de Socrate et puis cette façon qu'il va peu à peu de prendre dans ses filets ses interlocuteurs pour démontrer l'inanité de leurs propos. Donc c'est pas pour la conversation, c'est une figure un peu ambiguë Socrate. Merci beaucoup de cette objection, c'est une réelle objection. Justement, moi je n'ai pas du tout voulu valoriser le Socrate de Platon. Il y a plusieurs Socrates comme lui n'a rien écrit. Moi j'ai voulu plutôt valoriser celui de Xénophon, que nos maîtres d'école n'avaient pas tellement lu. Donc on a toujours le Socrate de Platon, les dialogues de Platon comme le Gorgias. Et le Socrate de Xénophon est tout autre. Il n'est pas le Socrate qui impose finalement son dialogue, vous avez raison, parce que tout le monde opine du chef, oui, c'est bien cela, ce que vous avez dit, qui fait que c'est presque une parodie, une conversation, vous avez tout à fait raison, plus que même une ambiguïté, une parodie. Xénophon, c'est tout autre. On a un Socrate qui est beaucoup moins figure de dialogue, et à un certain moment, justement, la parole est vide. Critias, dans un des dialogues de Xénophon, lui dit mais, les forgerons, les paysans ne veulent plus figurer dans votre dialogue, dans vos discours. Et il répond vous voulez donc que je ne parle plus du juste et de l'injuste. Et ça, c'est une vraie conversation, parce que on a véritablement un choc des deux points de vue, et la surprise, c'est qu'effectivement, il parle des différents artisans, il parle aux différents artisans, mais de proche en proche, où se termine le travail de l'un, où commence le travail de l'autre, où commence la citoyenneté, où commence l'appartenance à la cité, et lui, à travers justement ce que font les artisans, ils tissent en quelque sorte la configuration de la cité. Donc effectivement, pour moi, le Socrate de Xénophon respecte beaucoup plus les quelques petits principes que j'ai indiqués de la conversation, tenir à l'autre par la parole, et que la parole soit moitié à celui qui la dit, moitié à celui qui écoute, ce qui n'est pas le cas des dialogues de Platon, vous avez raison. Alors, pour poursuivre un petit peu dans le même thème, donc, comme vous l'expliquez, la conversation n'est pas une démonstration, ça n'est pas un exposé de doctrine, ça n'est pas une joute verbale. Et alors, le mot que je voulais vous suggérer, dans le droit fil de ce que vous venez de dire, c'est dialectique. Ah, dialectique, oui. Alors justement, c'est pas une démonstration, ce n'est pas non plus... Alors la dialectique, c'est quoi? C'est pondérer les arguments, on dit une chose, on a une objection, on répond. Si précis, alors la conversation peut emprunter à la dialectique cet aspect de pondération des arguments, mais quand la dialectique se convertit en joute verbale, c'est-à-dire on est à discuter de quelque chose, là, la conversation se perd. Pourquoi? Parce qu'elle devient au profit du sujet conversé et non pas au profit de l'exercice du jugement. À un certain moment, Montaigne dit on converse au profit du disputant et non pas au profit de la dispute. Et le problème de la dialectique, c'est qu'à un certain moment, on est complètement dans la dispute et on n'est plus dans le disputant, dans le discutant. Et en fait, l'exercice du jugement que permet la conversation est parfois menacé dans la dialectique qui se fait au profit de la dispute. Alors, en vous lisant, je me suis dit que c'est pas une définition, mais votre façon, votre manière de voir la conversation vous faisait passer sur une ligne de crête particulièrement exiguë, puisque tout en citant Montaigne, vous dites que la conversation doit être vive, n'est pas tournée à la dispute, qu'elle doit s'éloigner de toute mièvrerie,
qu'il y a une forme de civilité, donc une forme de respect. Vous citez encore Montaigne qui lui parle de justice aussi dans la conversation. Il faut vraiment trouver un équilibre et c'est pas évident. Oui, vous avez raison, parce que donc c'est pas la mièvrerie, parce que j'ai parlé de douceur, c'est pas de la mièvrerie, il le dit à certains moments clairement. Il faut arriver à garder les pointes, les saillies, le parler ouvert. Il dit la conversation, c'est parler ouvert comme le vin et l'amour. Comparaison avec la conversation, vous voyez vraiment, on est dans la manière de vivre. Et donc, effectivement, c'est une ligne de crête. Comment assurer un parler ouvert, un peu comme la balle que vous envoyez et vous ne savez pas comment elle va vous être envoyée. Ça, c'est une image du jeu de paume, on dirait aujourd'hui le tennis ou le ping-pong, mais il utilise cette image de la balle envoyée. Et c'est vrai que c'est un risque, une ligne de crête. On va éviter tout ce qui est colère, on va éviter tout ce qui est mièvrerie. Qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, il reste l'essentiel. Il reste l'attention, le jugement, l'exercice du jugement et l'attention. L'inverse, c'est-à-dire qu'on est attentif à ce que l'autre dit, et à certains moments, je le dis, le silence qui est dans l'attente fait partie de la conversation, les énoncés qui sont au bord des lèvres et qu'on ne dit pas font partie de la conversation, parce que ça indique justement le moment où on est attentif et on peut être attentif jusqu'à non pas s'installer dans le contradictoire parce qu'on va se chamailler, mais dans le rire des contradictions. Et à un certain moment, il dit, moi, ce qui m'intéresse dans Socrate, c'est qu'il riait des contradictions. Quand on le contredisait, il arrivait à rire des contradictions. Pour moi, c'est le signe de la civilité extrême, c'est-à-dire qu'on est prêt, dans une conversation, à laisser mourir une idée pour ne pas mourir soi-même. On n'engage pas sa personne, on engage quelque chose qui exerce son jugement. Alors effectivement, c'est une ligne de crête, mais le principe véritablement majeur, c'est éviter la colère, éviter aussi, alors il le dit à plusieurs reprises, et éviter la sottise, éviter la bêtise. Alors ça c'est très difficile, mais je vais vous donner un exemple. Il s'est retrouvé dans la cour de Charles IX, autour de 1550, avec des Amérindiens, donc des personnes du Nouveau Monde à l'époque, qui venaient d'être découverts. Et ces Amérindiens avaient fait le voyage et étaient restés quelque temps en France, et c'était des personnes, on va dire, importantes du Nouveau Monde. Et ces Amérindiens, il leur a dit, Montaigne, qu'est-ce qui vous a frappé en France, qu'est-ce qui vous a véritablement surpris, qu'est-ce que vous retenez, etc. Ah, ils ont dit, écoutez, nous, on se considère moitié les uns des autres, c'est une question de réciprocité, et on est étonné de voir qu'en France, il y a des gens gorgés de nécessité, et on pourrait les prendre à la gorge par les nécessités. C'est une expression terrible, on a l'impression d'un révolté, d'un proudhon, d'un anarchiste, etc. Et donc cette inégalité lui semble impossible. Et puis il a dit, j'ai voulu continuer, la bêtise va arriver maintenant, j'ai voulu continuer à parler avec eux, mais mes imaginations ont été empêchées par la bêtise du traducteur. Et donc, la conversation ne s'est pas continuée parce qu'il ne parlait pas la langue des Amérindiens, les Amérindiens ne parlaient pas le français, et il avait le truchement d'un traducteur, et donc là, effectivement, la bêtise arrête son imagination. Et il y a justement plusieurs, dans l'art de conférer, le chapitre 8 du livre 3 des Essais, où il donne toutes les indications possibles de la sottise. C'est quand on fait parler son costume au lieu de soi, c'est-à-dire l'autorité de sa position, quand on utilise, je parlais du silence ombrageux, quand on est en cours d'argument, quelqu'un vous dit quelque chose, vous vous rendez compte que, bon, ma foi, vous avez un peu perdu la partie, au lieu d'en convenir, d'en rire ou de passer à autre chose,
vous rentrez dans un silence ombrageux, et donc il y a ainsi plusieurs obstacles, effectivement, à la conversation qui sont énumérés. Alors, pour retomber sur un terme, un concept, un domaine de connaissance que vous connaissez bien, parmi les auteurs que vous citez, il y a Lewis Carroll et Alice au Pays des Merveilles. Et Lewis Carroll qui était un logicien. Et vous nous expliquez que, bien qu'elle soit désordonnée, erratique, oblique, la conversation a sa propre logique, qui n'est pas la logique aristotélicienne, ni la logique freudienne. Oui, alors effectivement, Lewis Carroll, vous savez, c'est les aventures d'Alice au Pays des Merveilles, c'est l'éloge de la conversation. Ça commence, la première phrase, Alice, si vous vous en souvenez, elle se penche sur l'épaule de sa sœur, qui est en train de lire un livre, et elle dit « Ah, mais un livre sans conversation ni illustration, mon lit ». Et puis voilà, elle suit le lapin et elle est partie dans le terrier. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est l'ouverture de la conversation sur toutes les autres espèces animales, puisque comme vous le savez, elle est avec la souris, elle est avec le lapin, elle est avec la chenille, et alors à chaque fois il y a une épreuve différente, et cette ouverture de la conversation, au-delà de l'aspect anthropologique, est très importante pour nous indiquer justement au retour combien nous restreignons très souvent la parole. Avec la souris, c'est extraordinaire. À un certain moment, parce qu'elle se noie dans ses larmes, si je puis dire, elle change de taille, et puis elle se retrouve, comme elle était très grande et qu'elle a pleuré, donc ça faisait une mare d'eau, et puis quand elle redevient toute petite, eh bien, elle nage dans ses larmes. C'est ce on appelle ça littéralement nager dans son chagrin. À un certain moment, c'est ça qui lui arrive. Et donc, elle rencontre une petite souris de même taille qu'elle, et elle lui dit « Oh souris !» Et puis l'autre ne bronche pas. Et ça, c'est très intéressant dans la conversation, parce que diable, peut-être qu'elle n'a pas compris, pourtant, dans le manuel de latin, il y avait à une souris, d'une souris, aux souris. Et donc, on voit une grammaire qui n'est pas en contexte, eh bien, ça ne marche pas. Il ne suffit pas de connaître les règles de la grammaire pour converser. Ça, c'est un point très, très important. Et elle dit, elle continue, donc aux souris, l'autre ne répond pas, mais à un certain moment, elle dit « Où est ma chatte ?» Parce qu'elle a sa chatina. Et là, la souris sort complètement de l'eau, etc. Et on voit l'importance, alors là, de la parole performative. On dit quelque chose, on dit souvent, on ne parle pas de porte dans la maison d'un pendu, c'est exactement ça. Donc il y a des régimes de discursivité, et donc là, c'est véritablement une menace de la conversation, et en même temps, de quoi va-t-on parler, quel est le sujet qui importe. À un certain moment aussi, avec la chenille, première phrase, la chenille lui dit « Qui êtes-vous » Et alors, Lewis Carroll commente, c'est pas une entrée en matière engageante de la conversation. Vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous lui dites « Qui êtes-vous » ça stoppe tout. Et donc c'est très intéressant parce qu'on a comme ça plusieurs épreuves de la conversation avec les menaces qui pèsent sur elle. Et pour vous répondre sur la logique, je prendrai juste un aspect, moi ce qui m'a frappé dans cet ouvrage de Lewis Carroll, c'est comment il joue sur plusieurs niveaux de langue. Et dans une conversation, comme vous le savez, nous superposons plusieurs logiques. Je vous donne juste cet exemple-là, celui de la séance de thé. La séance de thé, elle arrive, il y a le chapelier fou, il y a le Loir toujours un peu endormi, et donc, à un certain moment, le Loir lui dit « Voulez-vous plus de thé ?» Littéralement en anglais, « more tea », juste deux syllabes, monosyllabes, et deux syllabes séparées. Et c'est très important dans tout le conte, il y a beaucoup de monosyllabes, et qui sont d'abord la marque vraiment très anglo-saxonne du travail de Lewis Carroll, parce que la langue anglaise, comme vous savez, a emprunté beaucoup de choses aux langues latines, mais quand il y a des monosyllabes comme more, etc.,
etc. C'est-à-dire qu'on est véritablement dans les éléments anglo-saxons. Moti, plus de thé, voulez-vous plus de thé? Elle répond, mais comment puis-je en avoir plus, puisque je n'en ai pas encore eu?